Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma. Qui sait ce que vous attendez? Vous vous dites, ils vont causer de Roma, ils vont encore passer 20 minutes à râler sur le fait que ce serait quand même vachement mieux de le voir sur grand écran, c'est quand même super dommage de devoir se contenter de le mater sur Netflix à la maison, etc. etc. Eh bien non, nous allons nous livrer ici un exercice inédit, nous allons tenter d'aborder ce nouveau film d'Alfonso Cuarón en nous débarrassant de cet aspect des choses que nous avons déjà longuement balisé dans de nombreuses émissions par le passé pour nous concentrer quasi uniquement sur les aspects cinématographiques de la chose. Enfin, on va essayer, je ne promets rien, ce sera en tout cas la mission du duo de Capitalinos réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Moi j'ai déjà perdu. T'as déjà perdu, tu annonces que tu as perdu, c'est super. Et David Honorat, salut David. J'en étais sûr. Bonjour, dites-moi Salut. bonjour surtout. Bonjour, Bande de bonjour, malpolis, c'est nos ciné, épisode 166 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Roma, comme son nom l'indique, ne se passe pas du tout à Rome, mais à Mexico, dans le quartier de Colonia Roma, au sein de la famille de Sofia et Antonio, de leurs 4 enfants et surtout de leur employée de maison, Cléo, tout ça se passant entre l'année 70 et 71, alors que le pays est secoué par des manifestations étudiantes réprimées dans le sang. Et c'est en partie inspiré de la vie d'Alfonso Cuarón, de sa jeunesse, Alfonso qui est aux manettes, avec au casting Yalitza Aparicio dans le rôle de Cléo, Marina de Tavira, Fernando Grediaga ou encore Jorge Antonio Guerrero. J'ai tout bien prononcé, David Honorat, toi qui est notre c'est que des débutants, donc espagnol, à part une, notre hispanophone, Et por supuesto. notre bel Hidalgo de Moi cette bien. émission. Julien Dupuis, ton avis sur Roma? Alors moi je voulais parler déjà du fait que ce soit sur Netflix. Ça m'étonne pas du tout. Non, c'est ultra important parce que comme Netflix est arrivé très tard en fait sur le film, c'est pas une production Netflix, Non, c'est un une film distribué par distribution Netflix, Ça, donc c'est ils sont important de arrivés. le préciser. Non mais c'est vrai, ils sont arrivés pendant la post-production, donc le film n'a pas été conçu pour ça. Et juste un truc, c'est que si vous avez la chance d'avoir un système sonore un peu compétent chez vous, il faut le voir comme ça. C'est ultra important. Et je pense que c'est tout aussi important d'ailleurs de le voir en HDR dans une salle en fait. Il faudrait le voir en HDR dans une salle, c'est-à-dire avec de la haute dynamique parce que le film a été conçu comme ça. Je vais en reparler plus tard pourquoi, mais et notamment sur le son, c'est une composante. Moi j'ai du 7.1 à la maison, heureusement parce que je l'aurais pas eu, j'avais plein d'infos en fait qui passaient à la trappe. C'est pas un impératif. Moi aussi j'ai découvert Laurence d'Arabie à la télévision et ça m'a pas empêché d'adorer le film. Mais c'est pas un film qui a été fait pour ça. C'est pas un film Netflix définitivement quoi. Et ça me semble vraiment très très important. Et j'espère. Moi je pense que vu la qualité du film, il reviendra en salle. Tôt ou tard, il reviendra en salle. Il sera distribué, il sera visible. Et si on est vigilant et si on parvient à être un peu mobile, etc., on réussira à le voir en salle. Mais c'est un échec, en fait, de l'industrie du cinéma actuel que de le voir maintenant, aujourd'hui, sur Netflix et distribué sur Netflix. Et d'ailleurs, je crois savoir que Cuarón n'est pas content qu'en France, il soit aussi peu, voire pas du tout diffusé en salle en France. Et je trouve que c'est complètement normal. Et je le soupçonne même d'être assez actif dans la promo du film et notamment actif sur la fabrication en fait du film pour bien montrer et appuyer le fait que ça a été un film qui a été pensé pour le grand écran et avec un bon système sonore performant. Tout ça me conduit en fait à amener sur les qualités cinématographiques du film au grand soulagement de Thomas Rozek qui est désolé, qui est en train de pleurer derrière son micro parce que j'ai trahi le principe de base. Je note juste dire quand même aux auditeurs. Mais non, mais en fait, parce que je vois beaucoup de comparaisons pertinentes avec Kituma Matambien. Moi, j'ai surtout envie, en fait, finalement, de comparer Roma à Gravity. C'est-à-dire que c'est quand on a affaire à un auteur aussi, cohérent, pointu, exigeant que Alfonso Cuarón, il y a toujours des logiques, en fait, dans les œuvres de ces gens-là. Toujours. C'est-à-dire qu'un film ne vient pas après un autre par hasard. Et parce que Roma, en apparence en tout cas, s'oppose à Gravity sur beaucoup d'aspects, ils se rejoignent en fait finalement ces deux films-là. C'est-à-dire que ils
sont opposés de façon si radicale que finalement ils en viennent à pas utiliser les mêmes procédés, parce que c'est une proposition de cinéma très neuve, hein, Roma, mais en tout cas à procéder du même discours en fait sur le monde et de la même approche en fait du cinéma. Ce qui est intéressant du coup de Roma, c'est que là où Gravity est un film hautement subjectif, là on a affaire à un film profondément objectif où le spectateur est invité non pas à être guidé en fait par le regard d'un personnage et son expérience à lui, mais à explorer un univers et à suivre et à contextualiser en fait les personnages qu'on va être amené à suivre dans cet univers-là. Là où Gravity était un film qui travaillait sur la profondeur, sur le rapport à quelque chose, une mise en scène très perpendiculaire, si j'ose dire. Là, on est sur quelque chose qui s'apparente plus à des aplats, une série d'aplats en fait, les uns derrière les autres. Et puis là où Gravity était un film qui avait été énormément fabriqué en post-production, là, on est sur un film qui s'est beaucoup plus fabriqué au tournage, avec un tournage qui a été d'ailleurs extrêmement long. Hein. Je crois qu'il y a 110 jours de tournage, quelque chose comme ça. Et assez compliqué. Et très, très, très complexe, mais je vais revenir pour ça, et là-dessus. Mais parce que, en fait, il avait en fait besoin de laisser le temps à ses procédés, à son environnement de se déployer devant la caméra pour capter ce qu'il cherchait. Alors ça, c'est les apparences. Après, dans la réalité, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que c'est un film en fait qui a été énormément construit aussi en post-production, notamment parce que ils ont tourné plusieurs prises de la même scène, mais avec des ouvertures différentes pour pouvoir capter le plus de détails possible en fait et aller dans la richesse en fait de l'image, l'exploiter au maximum. C'est là où je pense que voir le film en haute dynamique, ça doit être génial, quoi. Voir en Dolby Vision par exemple, ça doit être un truc absolument fabuleux. Et c'est un film aussi qui, même s'il est construit sur les aplats, en fait, t'invite toi-même à recréer en fait cette sensation de côté perpendiculaire. C'est-à-dire que il y a dans la composition des plans, etc., un effet en fait, c'est extrêmement dynamique la mise en scène de Roma. C'est-à-dire que a priori, on pourrait croire qu'on est dans quelque chose de relativement posé, etc., mais en fait, c'est foisonnant. Il se passe sans arrêt des choses. La disposition des personnages est sans arrêt mouvante, etc. Et même s'il a fait appel à des acteurs amateurs, hein, il n'y a pas beaucoup d'improvisation, c'est un film extrêmement écrit, y compris au son, hein, d'ailleurs, hein, tout était spécifié déjà dès l'écriture. Donc ça, comme dans Gravity, hein, d'ailleurs, c'est un film aussi qui a été extrêmement précisément mis en scène. C'est-à-dire que Cuarón raconte que, par exemple, il pouvait y avoir jusqu'à 76 points de repère en fait pour chaque emplacement de caméra sur un plan séquence en particulier, ce qui est absolument monumental, quoi. Donc comme il y a beaucoup en fait de panneaux à 360 degrés, il faut imaginer qu'ils avaient autour d'eux comme une étoile en fait de positionnement de caméra qui permettait en fait d'atteindre des marques extrêmement précises à un moment très très précis en fait du film. Et ensuite une des choses, en fait, c'est difficile parce que j'ai un peu du mal à en parler parce que je pense que quoi qu'on en dise, on sera en dessous de la vérité. Je pense aussi que Roma, c'est un film qui va rester. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Il y a eu quelques fois des films comme ça que j'ai vus. Je me suis dit, ça va rester. J'aurais assisté à la sortie de ce film-là et je sais qu'il va rester. Ça m'avait fait ça avec Princesse Mononoke. Moi, je pense que Roma, ça restera. C'est un film qui fera école, qui fera date, où on se dira, c'est comme Roma, qui fera référence ou qui vont susciter aussi des vocations, etc. Donc, et le truc aussi qui est très intéressant dans Roma, je trouve, c'est qu'il faut revenir sur la conception en fait du film, qui était un film qui était censé se dérouler sur plusieurs époques, qui était une espèce de grande fresque comme ça, et en fait c'est apparemment suite à une discussion avec Thierry Frémaux à Cannes, qui serait revenu à une expérience beaucoup plus intime. Et ce qui est fascinant en fait dedans, mais qui était aussi un mécanisme qu'on retrouvait dans Gravity, c'est que c'est en se recentrant sur sa vérité à lui, on va dire ça comme ça, à Cuarón. C'est un peu pompeux, mais je pense que c'est assez parlant quand on voit le film. C'est-à-dire qu'il regarde son passé, ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui s'est déroulé dans sa vie et ce qui l'a marqué de la façon la plus franche et honnête possible. Et c'est en regardant ça et en retranscrivant ça avec le plus d'authenticité et d'honnêteté possible qu'il atteint finalement quelque chose d'universel. C'est ça aussi la force, c'est-à-dire que c'est une chronique intime en apparence, Roma. C'est un film où finalement
dans le contexte, il se passe beaucoup de choses, hein, mais dans l'intrigue même des personnages, il se passe pas tant de choses que ça. Le contexte fait irruption. On va dire, il est là, mais en fait, forcément, je pense que le truc qui est plus évident quand tu vois le film, c'est que tu dis il y a un commentaire social et politique en fait sur ce qui se passait au Mexique. Tu peux voir dans certains personnages une incarnation des États-Unis, par exemple, et de leur ingérence au Mexique, etc. Mais je pense qu'en fait, ça explose encore plus tout ça. C'est-à-dire que comment en te focalisant, en parvenant au micro, à saisir le micro, tu t'atteins quelque chose de macro, de gigantesque en fait. Et du coup, tu as des strates et des strates et des strates de lecture en fait dans le film. Et je serais extrêmement prétentieux en disant que au bout d'une vision du film avec aussi quelques petits morceaux derrière, mais au bout d'une vision, j'ai cerné la totalité de la richesse en fait thématique du film. Mais je pense qu'on l'entrevoit en fait. On se dit mais c'est extrêmement puissant en fait ce qui est en train de se passer là quoi. Et peut-être un dernier truc aussi sur le rapport à Gravity, c'est que en apparence, Roma, parce que j'ai vu des comparaisons avec le néoréalisme italien qui sont pertinentes. Mais ne serait-ce que formellement, sur l'usage du noir et blanc. Alors, c'est pas faux, sauf que c'est faux aussi parce que c'est un film qui est encore aussi là, profondément moderne. Oui. Ne vous y trompez pas, c'est pas parce que vous voyez sur Allociné que le film a été tourné en 70 mm qu'il a été tourné en 70 mm. Il n'a pas été tourné en 70 mm. Il a été tourné avec une caméra Alexa qui filme en 6K. Oui. Et moi, c'est un autre truc aussi qui m'a plu, c'est qu'il embrasse totalement l'imagerie numérique. Oui. Il s'en cache pas en fait. Il essaye pas de singer le 70 mm. C'est une imagerie numérique totale, mais qui est d'une beauté époustouflante et qui est surtout adoptée en fait pour les qualités intrinsèques en fait de ce type d'image. Donc voilà. Donc j'ai plutôt aimé. Et peut-être une dernière anecdote. C'est pas mal. Tu vas pouvoir encore parler. Non, excuse-moi David. Non mais je veux juste dire un petit truc. David. Non, mais c'est une expérience de spectateur intéressante. Je l'ai vu avec quelqu'un qui est cher à mon cœur, n'est-ce pas? Alors, j'ai hésité à vous la raconter et en même temps je me suis dit c'est intéressant parce que c'est peut-être le plus éloquent de tout ce que je pourrais dire en fait sur le film. Et cette personne, elle a aimé le film mais sans plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que la nuit suivante, elle a rêvé de la maison de sa grand-mère et a redécouvert dans son rêve des détails en fait qu'elle avait oubliés. Et alors c'est fait un peu con, ça fait un peu mystique quand je le raconte comme ça, mais je pense très honnêtement et très sincèrement que le film suscite en fait ce type de réaction. Fait vibrer ce genre je de pense corde, que et ça correspond à ce que je disais sur le micro et le macro, c'est-à-dire qu'il nous parle à tous en fait. T'as pas besoin d'être mexicain pour comprendre le truc. C'est-à-dire qu'il te ravive toi, il fonctionne d'une certaine manière sur tes propres souvenirs, sur ton propre vécu pour raviver des choses extrêmement puissantes. Voilà. David. Non mais oui, alors moi je trouve ça très intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu rebondir, enfin, en tout cas sur ce que tu étais en train de dire, notamment sur la question des strates et du fait qu'on va redécouvrir le film. D'ailleurs, pour parler une microseconde de ce que tu disais en introduction, l'avantage... Tu vois, toi aussi. Non, mais l'avantage, c'est que comme il est sur Netflix, tu peux le revoir 10 fois cette semaine si tu veux. D'ailleurs, en venant en métro, je regardais un petit peu sur mon téléphone, en mode paysage. Non, quand même, on n'est pas des chiens. Pour revoir une scène. Alors, en fait, clairement, et je pense que tu as mis le doigt sur un point... complètement fondamental du film, c'est un film sur l'observation et c'est un film de réminiscence, c'est-à-dire que le projet est de raconter des souvenirs d'enfance, sauf qu'en fait c'est pas les souvenirs de n'importe quelle enfance, c'est les souvenirs d'un cinéaste en puissance et donc d'un enfant qui est devenu cinéaste. Et alors qu'on aurait pu éventuellement s'attendre juste en lisant le projet justement à voir un film comme on dit à hauteur d'enfant. D'ailleurs on parlera dans un autre podcast bientôt à propos de Mirai, de Soda, la question des films à hauteur d'enfant. C'est pas du tout un film comme ça, c'est un film comme tu le disais tout à l'heure qui a un point de vue assez objectif, enfin qui n'est pas corrélé directement à un personnage en particulier, même si on suit plus spécifiquement le personnage de la bonne Cléo, mais qui en fait se détache de son environnement. C'est ça en fait qui est le truc. C'est comme si elle était maître elle-même de cet environnement-là en fait, je pense. Et c'est moins qu'une question de mise en scène. Effectivement. Et en fait, le film est en grande partie un film d'éducation au regard pour le spectateur. C'est-à-dire que le film va
apprendre progressivement, de manière presque ludique, au spectateur à regarder ce que Cuarón nous montre. Ça commence dès le générique de début, en fait, qui est extrêmement simple. C'est un plan sur un carrelage, un plan fixe, et les noms du générique commencent à apparaître à l'écran. Et la composition géométrique des noms d'un fondu à l'autre change à chaque fois. Donc, finalement, comme on n'a rien d'autre à voir que ça, on peut essayer d'anticiper. Alors là, il va en mettre un à gauche, un à droite. Ça va être un losange, un triangle, machin. Et voilà, la première petite émulation pour le spectateur, un peu comme un didacticiel au début d'un jeu vidéo, c'est d'observer cette géométrie qui se dessine et qui gagne en complexité. Et surtout d'avoir un regard mobile. Ouais, là où souvent exactement. C'est centré, quoi. Voilà. Exactement, c'est-à-dire que le cliché du générique, c'est des noms qui se remplacent les uns les autres. Là, on nous éveille déjà aux formes et à des mouvements du regard, etc. Et puis, on commence à voir aussi du son. Tu le disais, Julien, tout le travail sonore est extrêmement important dans le film et c'est peut-être ce que les gens risquent de perdre le plus en fait en le voyant à la télévision. Ouais. On commence à entendre des bruits, un balai qui frotte, et puis une flaque d'eau vient recouvrir le carrelage et crée une nouvelle dimension parce qu'elle crée un reflet. Et avec le reflet, on voit, c'est une cour ouverte, et on voit le ciel. Et on commence à entendre des sons, avoir plus d'informations. Et puis, plus loin dans le générique, on va voir un avion à travers ce ciel, qui va déjà nous donner un petit peu plus d'informations sur l'époque à laquelle on est, sur ce qui se passe, etc. Et de ce générique qui est en fait très très simple dans sa composition, le spectateur déjà est conditionné à dire ah oui, en fait c'est un film où va falloir être très attentif et dans lequel je vais pouvoir découvrir et lire plein de choses. Et après ce que j'appelle ce didacticiel de début de film, on rentre dans des plans avec des compositions beaucoup plus élaborées, et moi c'est en ça que je le relie au néoréalisme italien, et notamment moi il y a un film auquel j'ai particulièrement pensé, c'est La Dolce Vita. Parce que ce que je trouve très impressionnant et ce que je me félicite en fait de voir dans Roma, c'est un film avec des enjeux finalement assez intimistes, c'est-à-dire que si on essaye de faire le pitch, c'est finalement une chronique familiale dans le Mexique des années 70, mais le sujet intimiste n'est pas une raison pour ne pas faire appel à de la mise en scène potentiellement grandiose. Et c'est un truc qui est hyper impressionnant dans La Dolce Vita et qu'on retrouve aussi ici, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver au milieu d'une scène dont l'enjeu de la scène sur le script est de raconter les rapports entre deux personnages. La scène va se jouer avec 300 figurants, avec un plan de grue, etc. Il y a énormément de choses comme ça. Alors, il y a quand même une différence majeure, il me semble, avec La Dolce Vita. Ouais. Cependant, c'est que dans La Dolce Vita, tu étais plus ou moins invité à être un participant, en fait, à ces événements-là, y compris dans cette mise en scène-là, il me semble. Hein. Alors que là, on a un regard beaucoup plus distant, en fait, par rapport aux événements, et moins inclusif par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et ouais, en fait, effectivement, c'est-à-dire que le personnage de Mastroianni, si je dis pas une bêtise dans La Dolce Vita, est en fait un personnage réflexif, en fait. Enfin, il y a un truc qui n'est pas qui ne se transpose pas au personnage de Cléo, qui, elle, est observatrice, au même titre que tous les autres personnages, au même titre que enfin, pas forcément tous les autres personnages, peut-être un petit peu plus que d'autres, mais pas plus que le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur va capter davantage de choses. Et en fait, il y a énormément de moments dans le film qui reposent sur des non-dits et qui reposent, en fait, qui sont pas du tout explicités par les dialogues ou par le comportement spécifique d'un personnage, mais qui sont à capter. On sait que le personnage a vu ça. Il y a un moment
où un des enfants, le petit garçon, voit son père avec sa maîtresse sortir du cinéma, et on voit Cléo qui l'a vu voir son père. On entend les amis du petit garçon qui ont vu que c'était son père. On l'entend lui dire non, c'est pas lui. Enfin, et tous ces éléments qui sont pas du tout discutés et explicités par les dialogues. Le film nous a appris à les saisir, et je pense que c'est en ça que le film travaille une réminiscence du cinéaste, c'est-à-dire que c'est à la fois ses souvenirs d'enfance, à la fois son regard d'adulte sur peut-être des choses qu'il n'avait pas compris à l'époque, à la fois aussi tout ce qui est l'environnement politique, tout ce qui entoure le film, qui est, comme tu disais, le côté macro autour de cette famille. Et moi, il y a un autre truc qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le film et qui m'émeut plus qu'autre chose, c'est le rapport du film à ce qui, entre guillemets, fait cinéma. Et moi, c'est quelque chose qui me bouleverse particulièrement au cinéma, c'est quand un film va décrire un événement finalement anecdotique, un événement de la vie quotidienne, en utilisant toutes les armes du cinéma, d'aventure, d'action, etc., de suspense, en utilisant le suspense, en utilisant la mise en scène pour en faire quelque chose d'incroyable. Moi, c'est un des exemples qui pour moi illustre le mieux ça, c'est le début de La peau douce de François Truffaut, où le personnage principal est en retard à l'aéroport pour prendre son avion, et la scène qui est la scène de suspense, va-t-il attraper son avion, est filmée comme dans un Hitchcock, quoi. Et là, ce film qui est une chronique, qui raconte un moment de la vie d'une famille, va être saisi par moments pour des choses qui ne sont pas forcément en soi si spectaculaires ou si incroyables, vont être transformées en aventure. Et là, il y a la scène qui sert à l'affiche, notamment la scène sur la plage, qui est extrêmement puissante et qui en fait un truc incroyable, alors que même si sauve un gamin, mais ça pourrait aussi être tout à fait anecdotique, c'est-à-dire que c'est notre regard qui fait que ce truc est important. Et en fait, juste après cette scène, la mère de famille annonce aux enfants qu'elle va se séparer du mari, et elle leur dit: vous inquiétez pas, ça sera comme une aventure. Et pour moi, le film raconte ça. C'est extrêmement important d'observer la vie pour voir où est l'aventure. Et c'est ça qui nous fait vivre, et c'est ça qui est grandiose au cinéma. Mais de toute façon, le lien il y a presque un triptyque qui est en train de se détacher, je pense, entre Les Fils de l'Homme, Gravity et puis Roma. Et le lien, c'est aussi qu'est-ce qui rend un fonctionnement humain stérile ou fertile, en fait. C'est aussi ça, je pense que c'est une grande interrogation, et qui est liée en fait à ça, je pense, plus ou moins. C'est-à-dire que alors là, je veux pas du tout spoiler, donc je n'irai pas trop là-dedans par rapport à Roma, mais c'est une vraie interrogation, et je pense que c'est là aussi où il rejoint quelque chose de totalement universel, une problématique universelle. C'est que dans quelles conditions, en fait, notre fonctionnement humain en tant que communauté peut faire sens, peut donner lieu à quelque chose ensuite, ou ne peut rien donner, ou voire même tuer toute velléité de continuer de vivre. Et je pense d'ailleurs que sur certains aspects, Roma est un film beaucoup beaucoup plus sombre que Les Fils de l'Homme. Je trouve qu'il y a un truc dedans qui est vraiment bouleversant et vraiment qui m'a vraiment secoué, en fait. Il y a quand même je pense qu'il y a un dénouement. Il te montre la voie, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se recompose et qui est extrêmement positif, et qui te montre, ça peut aussi fonctionner comme ça. Mais il y a quand même un aveu d'échec dans le film, qui avait pas à mon sens, qui avait pas ni dans Gravity ni dans Les Fils de l'Homme, quoi. Ou bizarrement dans Les Fils de l'Homme, qui est un film quand même vraiment anxiogène sur plein d'aspects, mais plein d'espoir. Voilà, mine de rien, il y a un truc, on te dit, voilà, c'est là, tu vois, il peut y avoir de la lumière là. Alors que je trouve que dans Roma, il y a plus de, ça s'apparente plus à
c'est très problématique, ça va rester problématique, mais c'est la merde, à l'intérieur de ce problème, on peut trouver aussi une autre voie et un autre chemin. L'écho par rapport au premier plan, qui est un plan sur le sol, le plan final reste, il me semble, extrêmement positif dans Roma, et te laisse d'ailleurs avec un truc beaucoup plus léger. Voilà, je vous dirai pas ce que c'est. Faites attention à ce dernier plan si vous n'avez pas encore vu le film. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a aussi ça. Et juste aussi pour confirmer ce truc sur le micro et le macro, il faut revenir aussi sur le titre qui est Roma, qui est à la fois le quartier de Mexico où il a grandi en fait, Alfonso Cuarón, et où se déroule le film, qui évidemment fait référence à une autre ville antédiluvienne de l'humanité, et qui est aussi j'allais dire acronyme, mais c'est pas qui signifie à mort en fait. Si tu à l'inverse, comment le palindrome. Palindrome, voilà, merci. Heureusement que t'es lettré, toi. Tout à fait. Et il y avait un autre aspect dont je voulais parler, c'est l'aspect littéralement cinéphile du film. Il y a deux scènes qui se passent au cinéma. Il y a un point de Funès, parce que il y a une scène où ils vont voir La Grande Vadrouille. Tout à fait. Qui est d'ailleurs une scène extrêmement émouvante. Alors pas pour la scène de La Grande Vadrouille, c'est la fin du film qu'on voit, mais c'est un moment où il se passe quelque chose de vraiment dramatique dans la vie personnelle du personnage. Je vais essayer de pas trop le détailler forcément. Après, je pense que les gens qui écoutent là le podcast, pour le coup, comme il est dispo, vaut mieux le je le redis maintenant, vaut mieux le voir avant d'écouter le podcast. C'est bien à la fin de l'émission de le dire. Et puis il y a un autre, alors une référence un peu plus directe au travail de Cuarón et à son précédent film Gravity. Il y a un morceau des Naufragés de l'espace de John Sturges qui est aussi sorti à cette époque-là. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que ça va être intéressant de confronter ce film qui est donc sur le retour à l'enfance d'un cinéaste à un autre film qui va sortir a priori l'année prochaine, c'est celui de Tarantino, qui va s'appeler Il était une fois à Hollywood, et qui se concentre sur la même période. En fait, il a étudié tous les films sortis en 1970, et il a un projet de re-raconter le Hollywood de cette époque qu'il avait lui à l'époque entreaperçu en tant qu'enfant. Je pense que les approches vont être diamétralement opposées. Ça sera intéressant de confronter les films, en fait. Je pense que le regard de Tarantino, lui, c'est vraiment fondamentalement éduqué à travers le cinéma. Celui de Cuarón, ce que nous montre Roma, c'est qu'il s'est avant tout construit par l'observation de la vraie vie. Pour terminer, messieurs, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, parce que je ne sais pas si on peut rattacher Roma vraiment à autre chose que la filmographie de Cuarón et éventuellement ses influences italiennes. Donc, comme toujours, vous êtes parfaitement libre. Qui commence ? Julien, tiens. Alors, je vais râler encore sur Netflix. Il y a deux trucs. En fait, c'est que moi, le film n'a pas de sortie salle vraie. Vraiment, Hugues. Enfin, j'ai fait une phrase pas du tout française. Donc, n'a pas de vraie sortie en salle. Oui. Voilà, vous couperez au montage. Évidemment, merci. Je vous remercie beaucoup. Et n'a pas de vraie sortie en salle, mais il va pas non plus avoir de sortie a priori sur support physique. Enfin, sauf. Et c'est bien dommage pour deux choses. C'est que déjà, il y a des scènes coupées. Cuarón l'a déjà annoncé, et moi je serais extrêmement curieux quand tu vois un film de cette qualité-là, t'as envie de voir quand même les scènes coupées. Et il y avait un mec qui a fait apparemment un long documentaire sur le tournage du film et qui était sur le plateau. Je ne comprends même pas que Netflix le mette pas en ligne, en fait, parce que je pense qu'ils ont acheté tous les droits. J'espère, on verra. Donc tu râles de manière préventive. Déjà, on recommande le making of qui sera bientôt. Sur on ne sait où. Voilà. Non, mais alors, je recommande pas ça évidemment, mais du coup, moi je cherche un palliatif à ça, parce que t'as envie de percer les mystères d'un film comme ça quand tu le vois. Donc il y a beaucoup d'entretiens encore une fois sur Cuarón. Je vais juste en conseiller un du coup, qui est un petit podcast du Hollywood Reporter, qui est dans leur rubrique Behind the Screen.
Donc ce sera facile à trouver Behind the Screen, Alfonso Cuarón, Roma, et c'est un podcast qui doit durer une vingtaine de minutes. Je conseille celui-là parce que il est extrêmement centré en fait sur la confection du film. C'est-à-dire que c'est pas une interview où il parle thématique, où il parle expérience personnelle, etc. Il revient vraiment au cœur qui est la fabrication en fait du film. Et ça cause boutique quoi. Ouais, et moi j'adore en fait. Je trouve que c'est par là en fait que tu peux rentrer le mieux en fait dans le cœur du fonctionnement et du sens d'un cinéaste de ce calibre-là. C'est-à-dire, je pense que Kubrick, tu comprenais encore mieux ses films quand tu savais comment il les avait pensés et pourquoi il avait mis en place ce procédé de tournage-là. Surtout que là, le procédé de tournage, comme on l'a dit tout à l'heure, est extrêmement puissant et extrêmement évocateur. Donc ce sera mon conseil en attendant que Netflix nous sorte son making-of. Les scènes coupées, voilà. Moi j'ai 2 recos. C'est le monde à l'envers, d'habitude c'est Julien. Ouais, il en a fait quand même 3 ou 4. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était déguisé, mais non. Alors j'ai une première reco qui n'a pas grand-chose à voir avec Roma, si ce n'est la ville de Rome, et aussi un rapport en fait entre le micro et le macro. C'est une journée particulière d'Ettore Scola, qui est un film vraiment magnifique qui est sorti à la fin des années 70 avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni et qui raconte en fait c'est la visite, c'est en 1938, la visite d'Hitler qui vient voir Mussolini à Rome. Et toute la ville est partie applaudir le Führer et le Duce. Et on suit simplement 2 personnages qui sont restés dans un grand ensemble d'habitations. Sophia Loren, qui est une mère de famille qui est obligée de s'occuper des tâches ménagères. D'ailleurs, peut y avoir des petits passerelles visuelles avec Roma, dans le sens où il y a des scènes sur les toits où elles étendent le linge, etc. Et puis Marcello Mastroianni, qui est un personnage qui est en fait un homosexuel qui se sent complètement qui a aucune envie d'aller applaudir avec les autres les personnages fascistes qui célèbrent ce jour-là. Et d'ailleurs il a cette réplique qui résume bien le truc. Il dit ce n'est pas le locataire du 6e qui est antifasciste, c'est le fasciste qui est anti-locataire du 6e. Tu l'as dit. Et voilà, c'est un film très très impressionnant, parce qu'on est vraiment sur l'intime, on est vraiment sur ce rapport entre le micro et le macro, en suivant les interactions entre ces 2 personnages. Et pendant tout le film, on entend la rumeur, le bruit de la ville, de la foule au loin qui acclame les deux dirigeants fascistes, qui sont en train de célébrer. C'est un film vraiment très impressionnant et que je conseille de regarder. Ah, raison. Et j'ai une autre reco qui vient d'un qui est sur Netflix et qui vient d'un de nos auditeurs. Pas être content, Julien. Non, c'est un documentaire. Alors c'est un de nos auditeurs. Son pseudo c'est Fidele Concilium, si je le dis bien. Et c'est un documentaire que vous pourrez voir en complément des podcasts qu'on va faire sur le western au moment des fêtes. S'appelle Sad, Ill, Unhurted. Et c'est un documentaire Unearthed. Unearthed. Ouais, en écrivant mal le truc, j'ai eu du mal à le reprononcer. Sad, Ill, Unearthed. Et alors ça s'ouvre sur un concert de Metallica, mais ça n'a rien à voir ensuite, même si le chanteur de Metallica intervient dans le documentaire parce qu'il est fan du Bon, la Brute et le Truand. Et ça parle de la restauration du cimetière de la scène finale du Bon, la Brute et le Truand. La scène du pistolet et de la pelle. Exactement, cette célèbre scène. Et ça fait intervenir tout un tas de monde. Joe Dante, Alex de la Iglesia, etc., qui parlent à la fois du film, à la fois de ce lieu à Almeria qui a beaucoup compté dans l'histoire du western. Et c'est disponible sur Netflix. Magnifique. Puis il y a James Hetfield dedans, donc le chanteur de Metallica. C'est toujours bien quand il y a James Hetfield. Merci beaucoup à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge.